Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les sirènes d'alerte et les explosions hier soir au-dessus des grandes villes israéliennes. L'Iran revendique le lancement de 200 missiles. Une partie a été interceptée en vol par le dôme de fer, système de défense anti-aérien de Tsahal. On va remonter ce matin sur Europe 1 le film de ces événements avec vous, Wilfried de Villers. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, en Israël. La nuit a dû être courte après une soirée pas très confortable, il faut bien le dire. Le premier bilan fourni par les autorités israéliennes indique que les dégâts sont peu nombreux. C'est dû en partie au sang-froid des civils israéliens. Oui, et preuve de sang-froid, tiens, c'est que ce matin, la vie a repris. Signe que l'inquiétude est passée, du moins en partie. J'étais sur la plage tout à l'heure où il y a du monde déjà en train de faire du sport. Une scène banale de la vie quotidienne, quelques heures seulement après ce bombardement massif de l'Iran, qui montre que malgré une certaine inquiétude, les Israéliens ont appris à vivre avec cette menace, comme l'explique Maya. Je suis habituée parce que ça nous arrive très souvent. À ce moment-là, mes sentiments s'éteignent, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Nous sommes dans une situation où tout peut arriver. J'ai envie que ça s'arrête, mais nous n'avons pas d'autre choix que de faire face. Faire face et faire confiance au système israélien de défense antimissile. D'autres personnes à qui j'ai parlé m'ont dit se sentir bien protégées par le dôme de fer. Et il a encore fait ses preuves hier, alors que la majorité des 200 missiles balistiques et hypersoniques tirés depuis l'Iran ont été interceptés. Dès les premières sirènes d'alarme, tout le monde est descendu dans les abris. Hier soir, peu de scènes de panique malgré les fortes détonations au-dessus de Tel Aviv. 2 blessés légers seulement sont à signaler en Israël, alors que les bombardements se sont abattus sur tout le quart nord-ouest du pays. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Tel Aviv, théâtre d'un attentat à l'arme automatique peu de temps avant l'attaque iranienne. Bilan au moins 6 morts et 9 blessés. Les 2 tireurs ont été abattus. Israël qui annonçait par ailleurs dès hier soir la réouverture de ses aéroports et la reprise des liaisons aériennes. Alors le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'assure, l'Iran a commis une grave erreur. La riposte ne fait pratiquement aucun doute. Il reste 2 questions ce matin. Quand et comment? Par voie aérienne, avec ou sans l'aide des services du Mossad, le renseignement extérieur israélien. Seule certitude à ce stade, ce sera avec le concours et l'aide des Américains. On verra ça dans un instant, mais restons pour le moment côté israélien. Bonjour Nicolas Toneff. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Grand reporter à Europe 1, vous avez couvert de nombreux théâtres de guerre. Quels sont les moyens de riposte de l'État israélien ? Alors en fait, tout dépend des objectifs. En avril dernier, la riposte avait pris la forme de tirs de missiles contre une base aérienne. Ça, c'est très simple à faire et c'est plutôt symbolique. Mais s'il s'agit de faire plus de dégâts en utilisant des bombes lourdes ou des bombes anti-bunker comme contre le chef du Hezbollah, alors il faudra mettre l'aviation à contribution, mais avec une opération du coup plus difficile selon le spécialiste militaire Xavier Titelman. Aller en Iran, c'est des raids à plusieurs milliers de kilomètres avec toute une infrastructure et du matériel beaucoup plus lourd, en violant éventuellement l'espace aérien d'autres pays comme la Syrie ou l'Irak. Mais globalement, on sait très bien qu'Israël est libre d'agir dans n'importe quelle zone autour d'elle. Alors, c'est possible, donc partout, comme le dit Xavier Titelman, surtout grâce à la supériorité technologique du pays, avec entre autres les avions furtifs F-35 qui sont non détectables par les radars iraniens, et puis avec l'aide américaine dans le renseignement électronique et satellite. Nicolas Toneff en direct, et vous soulignez, Nicolas, justement l'appui très important des Américains. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Washington n'a pas l'intention de laisser tomber l'allié israélien, bien au contraire. Oui, les Américains avaient prévenu que l'Iran préparait des frappes contre Israël et ils avaient donc pris le temps de planifier minutieusement une réponse conjointe des forces israéliennes et américaines. Les États-Unis comptent 40 000 militaires dans la région ainsi que des navires de guerre. 2 contre-torpilleurs de la marine américaine ont d'ailleurs participé à la défense d'Israël en envoyant une douzaine de missiles antibalistiques pour intercepter les missiles iraniens. Un succès selon Joe Biden. Selon nos informations, l'attaque semble avoir été déjouée et rendue inefficace. C'est la preuve de la capacité militaire israélienne et américaine. N'ayez aucun doute, les États-Unis soutiennent totalement Israël. Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et leur allié israélien sur fond de négociations diplomatiques compliquées semblaient avoir jeté un froid entre les 2 pays. Mais avec ce front commun contre l'Iran, ils apparaissent plus proches que jamais. Reste à savoir si cette unité se maintiendra.
lors des probables représailles israéliennes. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La condamnation des frappes iraniennes est quasi générale, à l'exception du Hamas palestinien qui salue une attaque héroïque. À l'Elysée, 2 annonces d'Emmanuel Macron, l'organisation à venir d'une conférence de soutien au Liban et la mobilisation des moyens militaires français au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Alors cette grave crise au Proche-Orient, on va en reparler évidemment avec les envoyés spéciaux d'Europe 1, nos signatures, Vincent Hervouet tout à l'heure dans une demi-heure, et puis nos invités, l'ancien ministre Pierre Lellouche à 8h10 face à Sonia Mabrouk, et dans quelques instants Frédéric Ancel, le docteur en géopolitique, spécialiste également des questions israéliennes. Il est 7h06 pour l'heure. Revenons en France, faire mieux avec moins. Pour ainsi résumer la philosophie exprimée par Michel Barnier à l'issue de sa déclaration de politique générale. 1h30 au lieu d'1 heure, discours trop long pour le député Gérald Darmanin qui n'a pas manqué de le faire remarquer. Michel Barnier, Premier ministre au chevet d'un pays aux finances en piteux état, petite pique adressée les yeux dans les yeux à Gabriel Attal, son prédécesseur à Matignon. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Et je vous le dirai aussi à vous. Michel Barnier, hier à l'Assemblée, le Premier ministre a dressé la liste de ses 5 chantiers prioritaires, services publics, sécurité, immigration, la fraternité et le pouvoir d'achat. Hausse du SMIC de 2% dès le 1er novembre. Les Français doivent vivre de leur travail, dit le chef du gouvernement. Les entreprises ne disent pas le contraire, mais les moyens d'y parvenir les laissent quelque peu perplexes, Margot Faudéré. Si toutes les entreprises ont d'abord salué la volonté de réduire le déficit public, condition sine qua non du soutien à l'économie et donc au travail, l'enthousiasme a vite laissé place aux interrogations et même à l'agacement pour certaines face à la revalorisation du SMIC de 2% dès le 1er novembre. Marc Sanchez est le secrétaire général du syndicat des indépendants. Il faut savoir qu'elle fait suite déjà à une augmentation du SMIC de près de 14% sur les 2 dernières années et que donc elle va encore alourdir effectivement la charge salariale de nos TPE. Autre source de réserve côté employeur, l'idée de toucher au fameux dispositif d'allègement de charges, dispositif qui permet aux rémunérations les plus basses d'être parfois totalement exonérées de charges. Mais là encore, attention aux effets de bord d'une telle réforme si elle était mise en place, prévient François Asselin, président de la CPME. Il va y avoir des vases communicants. Il faudra accepter que pour certains niveaux de salaire, il y ait plus de charges et un petit peu moins pour d'autres niveaux de salaire. Dernière piste avancée par Michel Barnier, celle d'une relance de la participation, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié. Une vision cette fois-ci complètement partagée par les employeurs. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Le football, la 2e journée de la Ligue des Champions. Le faux pas du PSG battu 2-0 à Arsenal. Brest continue de rêver plus haut. Victoire 4-0 des Bretons sur le RB Salzbourg hier soir. 2 clubs français engagés aujourd'hui. Le choc entre Lille et le Real Madrid, c'est à 21h. Et ça va être un sacré choc. Monaco se déplace de son côté chez les Croates du Dinamo Zagreb à la même heure, c'est-à-dire à 21h. Anissa, suivez pas. Non, j'étais en train de penser à la rencontre des 2 frères Mbappé ce soir. Ah bah oui, Lille contre le Real. Bien vu. Comment Ethan face à Kylian. Ethan face à Kylian. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va se pencher sur l'une des promesses de Michel Barnier hier, débureaucratiser la France. Voilà, au Scrabble, celui-là il fait mal ce mot. Simplifier la vie de tout le monde en somme, parce que ça coûte très cher, la complexité, ça coûte très cher à la France. Plus de 100 milliards d'euros, va nous expliquer Olivier Babot dans 10 petites minutes. Et puis dans un instant sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. La crise entre l'Iran et Israël vue par le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe.